Bonsoir, c'est Selon. Non, je dis ça à la blague parce que Camille et moi, non seulement on travaille régulièrement chez Bazot ensemble depuis quelques années. M'entendez-vous bien partout? Non, hein? Ouais, ben là, c'est parce que je peux pas le monter plus haut que le restant. C'est bon comme ça? M'entendez-vous mieux? Oui? OK. Alors, je disais donc qu'on travaille depuis quelques années ensemble chez Marie-France Bazot. On a aussi quelques habitudes à l'occasion. On se fréquente, on discute. Et puis, depuis quelques temps, en fait, depuis surtout la sortie du premier livre, De quoi le Québec a-t-il besoin, il nous arrive aussi à l'occasion de faire des présentations comme celle que l'on fait aujourd'hui ici. Donc, on est presque rodé, finalement, dans notre spectacle. C'était notre pub. Et j'entendais Mme Bolduc dire tout à l'heure « Bienvenue aux ruraux », tout ça. Je me sentais soudainement un peu mal. J'ai presque eu des sueurs froides, moi qui est tellement urbain. Je me suis dit, ben mince, alors ils ont vraiment invité un urbain total, le genre qui fait dur quand il débarque en campagne parce qu'il ne connaît pas les codes. Cela dit, je me console parce que je suis à moitié urbain. Je suis né et j'ai grandi en banlieue de Bromont, à Granby. Donc, je connais très, très bien les lieux. Je connais pas du tout le milieu rural, mais je l'ai fréquenté. Le milieu rural m'a fréquenté puisque je viens de la région, où je reviens toujours avec un immense plaisir. Donc, on va commencer puisque le but de l'invitation qui nous avait été faite... J'ai pas eu le temps de dire que je venais de là-dessus. Bien, je vais laisser Camille se présenter. Ça me permettra de reprendre mon souffle. Vas-y, Camille. J'ai fait mon primaire à l'école Saint-Zéphirin. À la Tuque. À la Tuque. Alors, une municipalité dans le milieu forestier. À l'époque, l'usine de papier là-bas engageait 1500 hommes, 2-3 femmes. Le lait que nous buvions tous les matins nous venait de la ferme Brown, qui était propriétaire de l'usine et qui possédait une ferme de production laitière. Nous achetions aussi le lait de l'usine à l'époque. Alors, je n'ai pas connu non plus le milieu rural autrement que par le milieu forestier. Alors, ça me fait plaisir d'être ici. Merci. On va se parler. Alors, 2 minutes pour vous présenter l'objet qui fait que l'on est ici aujourd'hui, ce pourquoi on nous a invités à vous rencontrer aujourd'hui, c'était cela. Et puis 2 minutes, même pas 30 secondes, pour vous donner un peu le déroulement de notre présentation. Nous voudrions parler, nous avons des choses à dire, mais pas trop longtemps, parce qu'on est ici aussi et surtout pour vous entendre et pour discuter avec vous, pour échanger. C'est un peu notre récompense quand on fait ce genre d'événement. Donc, peut-être une 40aine de minutes à nous endurer, puis ensuite, on prendra les questions, les échanges, et puis surtout, ne vous gênez pas pour poser des questions, même celles à laquelles nous n'aurons pas de réponse. C'est une période toujours très appréciée, en tout cas de ce côté-ci du micro, que ces échanges avec vous. Prenez des notes si vous voulez pendant notre présentation. Donc, de quoi le Québec a-t-il besoin? La genèse de ça sort d'où? Ça sort évidemment de l'émission de Marie-France Bazot, que vous connaissez peut-être. Marie-France qui a été très, très longtemps chez Radio-Canada, à la radio, indicatif présent, dont beaucoup de gens s'ennuient encore aujourd'hui. Il suffit de marcher dans la rue avec Marie-France ou de faire le salon du livre avec Marie-France pour voir que cette émission a profondément marqué le Québec et qu'il y a beaucoup de nostalgiques. Cela dit, elle avait décidé qu'elle voulait faire autre chose, de la télé. Elle a donc sauté dans un studio de télé, lâché son micro de radio. Et une de ses questions phares dans toutes ces grandes entrevues, vous connaissez Marie-France pour être une grande intervieweuse. Moi, je trouve, en tout cas, que c'est une grande intervieweuse, quelqu'un qui est capable d'aller chercher des choses inédites, inspirantes chez ses invités. C'est surtout quelqu'un qui est capable d'une grande écoute. Et une de ces questions phares qui revient pratiquement tout le temps dans toutes ces entrevues, c'est « De quoi le Québec a-t-il besoin? » Je me surprends d'ailleurs encore à ce jour de voir que certains invités ne l'avaient pas vu venir. Bien, je ne l'avais pas vu venir, moi. Ce qui fait qu'à chaque fois, les gens qui ne l'ont pas vu venir ont toujours une espèce de mouvement de recul, du genre hein? Puis là, il y a un silence là, de quelques secondes, le temps que les gens reprennent leurs esprits et réfléchissent à de quoi le Québec a-t-il besoin. Alors moi qui travaille avec Marie-France depuis des années, à force d'entendre la question, mais surtout d'entendre les réponses,
étant un gars de l'écrit, avant d'être un gars de l'électronique, je lui ai dit, Marie-France, il faut qu'on fasse un livre avec ça. Il faut qu'on fasse un recueil avec ça. Pour que toutes ces réponses, au fil des années, ne s'envolent pas. Les écrits restent, les paroles s'envolent. C'est un gars de la presse écrite qui parle, c'est sûr. Donc, Marie-France a acheté l'idée immédiatement. On s'est dit, bon, bien, on va prendre les réponses qu'on a eues au fil des années, mais on va enrichir aussi avec d'autres entrevues de d'autres gens, de toutes sortes de sphères. Ça a donné ça, qui est toujours en vente dans toutes les bonnes librairies, en passant. Et il y a eu des réponses là-dedans. L'informatie aussi, il y en a dans l'informatie. L'informatie aussi. Chez Costco aussi. Oui, qui a été un grand vecteur de succès, d'ailleurs, dans cette aventure. Costco s'est relevé avec ça. Oui, c'est ça, pour Costco. Alors, donc, on a mis ensemble, on a mis en forme des réponses là-dedans, dont nous discuterons plus à fond tout à l'heure. De ce bébé est né un rejeton, qui était le deuxième, qui était cette fois « De quoi le Québec a-t-il besoin en éducation? » Parce que on avait décidé, ou en fait Marie-France, qui est une femme d'affaires redoutable, avait décidé, je pense qu'avant même que j'ai fini ma présentation, qu'il allait avoir des suites à ça. Je suis d'ailleurs assez surpris qu'il n'y ait toujours pas eu de suite télé ou un film ou quelque chose, parce que Marie-France est une femme d'affaires redoutable et boulimique. Alors on a décidé après, et je le dis comme ça, c'était avant le Printemps érable, c'était même bien avant le Printemps érable, de faire le deuxième tome qui était sur donc, de quoi le Québec a-t-il besoin en éducation, parce que ça nous paraissait, à Jean-Barbe, Marie-France et moi et nos collaborateurs, ça nous paraissait la priorité, ce dont il fallait, ce sur quoi il fallait se pencher le plus rapidement. Et je vous le dis peut-être en exclusivité pour les gens qui ne le sauraient pas, et ça va doublement vous intéresser, il y a un troisième rejeton qui est en gestation. Au même prix. En gestation, et au même prix et probablement dans les mêmes bonnes librairies ou pharmacies. Et là, ça me gêne un peu parce que Camille, c'est très, très avancé dans ses entrevues. Moi, j'en ai pas fait une seule pour le moment encore, mais bon, je prendrai les bouchées doubles prochainement. Donc, vous aurez compris que Camille est maintenant de l'équipe rédactionnelle du prochain livre, et j'y arrive, qui sera « De quoi le territoire du Québec a-t-il besoin? » Donc, c'est probablement quelque chose, non pas que ça vous intéresse pas, que vous devriez tous vous le procurer d'ailleurs. On est venu chercher les réponses. C'est ça. Dans le fond, on est des espions ici, venus chercher des réponses pour notre prochain bouquin. Alors évidemment, de quoi le territoire du Québec a-t-il besoin? C'est presque une question aussi vaste que le territoire lui-même. Et j'ai bien hâte de voir les résultats. Ça m'a l'air assez bien parti. Donc, c'est la genèse du livre. De ce livre dont nous parlerons aujourd'hui, j'ai dégagé quelques mots-clés. De quoi le Québec a-t-il besoin? Il y a des mots qui sont revenus très souvent. D'une vision, d'un plan, de rêve. Malheureusement, le mot rêve est pas revenu très souvent, mais il est apparu à l'occasion et moi, je l'ai retenu. Le Québec a besoin de leaders. C'est un cliché, mais c'est assez vrai ces temps-ci, surtout si vous écoutez beaucoup LCN et RDI aux heures de la commission Charbonneau. Le Québec a besoin de fierté. Ça revient aussi assez souvent. Fierté de la langue, fierté de l'identité, fierté de notre histoire. Et puisque tu mentionnes la commission Charbonneau, c'est une bonne idée de ne pas avoir de papier à l'Hôtel de Ville, finalement. Moi, je bannirais le téléphone cellulaire aussi, parce qu'il y a visiblement des gens qui n'ont pas compris que la police est capable d'enregistrer des conversations cellulaires. J'ai toujours pas compris pourquoi il y a tant de monde qui se sont fait pogner à dire toutes sortes d'affaires sur cellulaire pendant des années, mais en tout cas, petit aparté comme ça. Donc, la fierté revenait souvent. Le Québec a besoin de mémoire, de sa mémoire, mais de sa mémoire collective aussi. Besoin de discipline, ça c'est revenu assez souvent et on n'a pas interviewé volontairement des jansénistes là, qui veulent absolument s'autoflageller le soir avant de se coucher, des gens de toutes souches de la société qui nous ont dit que le Québec a besoin de discipline. On a besoin de retrouver une forme de discipline, même jusqu'à une discipline spirituelle, une discipline à l'école, une discipline dans nos relations entre nous, une discipline dans le travail, ça va de soi. Souvent aussi une discipline dans l'apprentissage et l'expression de la langue française. Ça, c'est revenu aussi très souvent. Je dis ça comme si vous n'aviez pas tous lu le livre. Je dois vous ennuyer, étant donné que... Donc, c'est correct. Et ce qui est revenu aussi, et ça va vous intéresser particulièrement, c'est revenu souvent aussi, et en particulier chez 2-3 invités, le Québec a besoin de Montréal. C'est revenu assez souvent. Québec a besoin d'un Montréal fort. Québec a besoin de Montréal.
moi, ces années-ci, là, je reviens à la commission Charbonneau, je dirais que Montréal a besoin d'un ménage, puis après, peut-être le Québec aura besoin de Montréal, mais en tout cas, oui, et c'est propre. Mais il a été assez peu question de région, assez peu question de... Le Québec a besoin de ces régions. C'est revenu, mais c'est revenu en filigrane, c'est pas revenu tout à fait directement, et de ça, nous reparlerons d'ailleurs plus tard. Je cède la parole à Camille. Bien, en effet, on peut lire ce bouquin de différentes façons. Ma façon à moi, c'était d'essayer de faire une cartographie des concepts les plus porteurs, les plus lourds qui apparaissent dans ce petit bouquin-là. Cartographie de concepts, là, il y a des étudiants en doctorat qui travaillent avec ça maintenant. C'est essayer de faire de l'analyse qualitative en même temps que quantitative. C'est assez complexe, mais j'ai finalement résolu ça très vite. Comme je n'ai pas d'ordinateur très sophistiqué, j'en ai fait une analyse très impressionniste. Mais il est apparu 4 concepts importants dans la lecture transversale. Il fait exprès à chaque fois, il m'humilie avec ses grands termes universitaires. Moi qui n'ai qu'un bac, lui un doctorat, évidemment. Il fait exprès à chaque fois. Vous ne vous sentez pas intimidé, il fait ça tout le temps. Ouais, c'est ça. Le premier concept, celui de la résistance. Ça m'apparaît un concept très intéressant. La résistance, dans le sens de résister à la passivité, résister au laisser-faire, résister à ce qui se produit malgré nous. Et il y a une auteure, notamment parmi celles des personnes qu'on a interviewées, là, Kim Thuy. Vous connaissez Kim Thuy, qui a écrit un magnifique roman, vietnamienne et québécoise d'adoption. Fille de Grimby. Et, pardon? Fille de Grimby. Une fille de Grimby. Ah oui? Je ne savais pas. Qui a écrit son fameux roman Rue. Là. Et ce qu'elle nous dit là-dedans, c'est que le Québec a besoin de chaos, de désordre. On l'a eu. Pas à peu près. Mais je ne suis pas sûr que c'est le Québec qui l'a eu. Je pense que Montréal l'a eu correct, là. Mais le Québec, je ne suis pas tout à fait certain. Je reviendrai là-dessus. Mais elle dit, le chaos, ça donne quelque chose de vivant. Elle dit, moi, j'aime ça qu'on ait des mormons, qu'on ait des drogués, qu'on ait 50 ans puis qu'on soit complètement high. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout est devenu normatif ou standardisé, aseptisé, alors que, mon Dieu, la viande ne se transforme pas en verre en 2 minutes. Elle a fait le Bold People. C'est une Bold People, elle connaît ça. Il y a toutes sortes de normes, tout est enveloppé dans du saran wrap. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est qu'on a besoin de créativité. On a besoin de se brasser un peu les méninges. On a besoin d'arriver à des solutions inédites. Vous êtes là-dedans pas mal. Là, tu sais, dans un congrès ou un colloque d'orientation, il me semble que c'est porteur. Quand je disais tantôt, je ne suis pas sûr que ça a été le chaos partout au Québec et que ça n'a pas été seulement à Montréal. Je me rappelle d'une anecdote, j'étais dans Charlevoix et il y a un vieux là-bas qui me dit, que je connais bien, qui me dit « Hey Camille, les casseroles sont arrivées à Baie-Saint-Paul. » Comme si, quelque part, c'était une crise qui percolait dans le milieu autrement qu'au Montréalais, mais par les personnes de Montréal qui arrivaient pour brasser les chaudrons à Baie-Saint-Paul. C'était assez révélateur. Puis, en même temps, ce n'était pas vrai parce que je me rappelle aussi d'une conférence qui avait été donnée là-bas par Curzi sur le français. Puis Curzi avait peur, juste avant la conférence, puis il me confiait, regarde, là, franchement, c'est un problème de Montréal, cette histoire-là. C'est pas un problème de Charlevoix. Et c'était pas ça du tout. On s'est aperçu qu'il y a quelqu'un qui s'est levé puis il dit bien, vous êtes dans l'erreur totalement parce que nous, quand on fait notre magasinage en Charlevoix, là, on entend de la musique anglophone dans les magasins, on entend de la musique anglophone dans les restaurants. On est en train de, nous autres aussi, s'affaiblir de notre identité première, celui de notre langue commune. Alors, il y a peut-être plus de rapprochement à faire que d'éloignement, finalement. Besoin de résistance, besoin de s'accomplir, pas dans le moins pire, mais dans le meilleur. Donc, c'est ce qu'on entendait là, comme très fort dans les entrevues, là, comme premier concept porteur, là, ce concept de résistance, ce concept de se mobiliser autour de la créativité et de se renouveler. Alors ça, c'était bien important. Avais-tu quelque chose à dire là-dessus? Non. Non. Bon. C'est bien parti. Ah, OK. Deuxième concept, le concept de confiance en soi, d'estime de soi, de se refaire une beauté. Puis je pense que tu as une citation très importante là-dessus, de se refaire une beauté. Ben oui. Me semble. Je un petit peu.
C'est parce que je ne peux pas la faire parce que c'est moi qui ai parlé de ça. Finalement, je suis le faire-valoir de M. Bouchard. Il m'amène pour que je lise ses citations dans cet excellent livre. Alors, Camille, qui était à l'époque de l'autre côté de l'enregistreuse, c'est-à-dire qu'il répondait aux questions, puisque dans le prochain livre, il pose les questions, disait dans un chapitre, dans le premier chapitre du livre, de quoi le Québec a-t-il besoin? Donc, la question très générale. Et Camille avait répondu, le Québec a besoin de se refaire une beauté, de retrouver sa beauté. C'est comme si les quelques dernières années, disons 10, 15 ans, avaient éloigné le Québec de ce qu'il est vraiment. Et lorsqu'il se regarde, il ne se reconnaît pas, alors qu'il a de belles choses à reconnaître. Et ce dont je parlais vraiment là-dedans, et qui est revenu quelquefois avec Guy Rocher aussi, qui nous en a beaucoup parlé dans ses interventions, c'est le fameux modèle québécois. Les réussites que nous avons enregistrées en adoptant un modèle de la solidarité, de la coopération, du partage, de l'engagement de l'État envers ses citoyens, ses plus faibles, etc. On a réussi de belles prouesses et autour aussi, évidemment, de notre identité. Donc, se reconnaître des vertus. À un moment donné, quand on écoute certains postes de radio autour de nous, surtout pour les gens qui sont autour de Québec, là, vous entendez exclusivement des critiques sur qui nous sommes, à quoi nous ressemblons, puis on ressemble très souvent à des ratés ou à des tarés à écouter ces radios-là, alors que finalement, on est une puissance économique extraordinaire. Au Québec, on a développé des instruments de solidarité, de développement économique et durable bien avant le temps. Et je pense que ça, c'est un message que moi, je véhiculais là-dedans, mais que beaucoup de personnes ont véhiculé aussi. Le besoin de poésie, on a besoin de culture et de ressources, pas simplement des ressources premières, mais des ressources immatérielles. On a besoin d'une passion du Québec, une passion québécoise. Monsieur Rocher était... je veux pas vous lire, on ne veut pas vous lire trop de passages, mais il y a certains passages comme celui de Rocher en page 113 du bouquin. Puis quand Monsieur Rocher parle, il y a quelque chose de très, très lourd. Nous avons besoin, dit-il, d'une passion québécoise, d'une passion pour un changement, pour un grand projet, pour un Québec qui soit plus uni en lui-même. Et puisque nous abordons le terme de changement et de la prévisibilité dans le changement, lorsque je lisais les réflexions que vous amorciez autour de ce thème-là, je me disais, la meilleure façon de contrôler le changement, c'est de le créer soi-même. Je pense que Solidarité rurale, là-dedans, a joué un rôle extrêmement important, notamment dans la transformation et le développement des milieux ruraux. Mais il n'y a pas de meilleure, à mon avis, stratégie que celle-là. Le changement qui est créé par d'autres est souvent plus compliqué d'abord à comprendre, à décortiquer, à prédire, puisqu'on n'est pas dans le scénario, et éventuellement même à modifier pour qu'on puisse en profiter selon les besoins que l'on a. Donc ça, c'était la deuxième thématique, la confiance en soi. L'estime de soi. Juste un mot là-dessus, en fait plusieurs mots. Ça, c'est une stratégie dans la télé, on dit juste un mot là-dessus, puis finalement on occupe 45 secondes. Et quand on est jeune, on dit « j'ai encore 3 choses à dire là-dessus », mais quand on vieillit, on dit « j'ai des choses à dire là-dessus » parce qu'on a peur de ne pas se rendre à 3. Il ne connaît pas ça encore, lui, mais... Non, ça s'en vient, ça s'en vient. Je sens ça venir. Camille a parlé du beau. On a parlé de l'importance d'une certaine harmonie dans la société dans laquelle on vit. Je vais vous de se trouver beau. Oui, essentiellement. Je vais vous donner... Je vous lis une citation ici. Quelqu'un à qui j'ai parlé hier, puis je peux vous demander d'essayer de deviner de qui ça vient. Vous ne devinerez jamais, de toute façon. Parce que ça peut être des millions de personnes, mais en plus, cette personne-là, ça va vraiment vous étonner. Et en même temps, bien, comme je suis généreux de nature, je vais vous donner un scoop que vous ne répéterez pas. Mais ça n'étonnera pas le président, directeur général. Parce que c'est vraiment un scoop, puis c'est sous embargo. Mais comme nous ne sommes qu'entre nous, que personne ne va tweeter ici. Oui, vous êtes bien. Alors, il y a quelqu'un hier à qui j'ai parlé longuement en entrevue qui m'a dit, pour attirer des investissements au Québec, il faut que ce soit beau.
Cela dit, c'était une longue entrevue, là. Alors ça venait après tout un laïus sur l'importance de l'aménagement, la réappropriation du fleuve, par exemple, l'urbanisme, l'architecture, la beauté des régions, et une beauté générale qu'on a un peu perdue au Québec. Là. La pire caricature étant probablement l'ineffable boulevard Tachereau qui fait la honte, malheureusement, des gens qui vivent non loin. Alors, vous avez une chance. Qui m'a dit ça? Un politicien. Qui, François? Un politicien actif, québécois. François Legault. Eh bien, vous êtes bon. Et c'est un primeur dans la presse en fin de semaine. Et je vous le donne en mille, François Legault, qui a son conseil général de la CAQ en fin de semaine, dévoilera donc son projet, sa vision pour le Québec. On disait tout à l'heure que dans ce bouquin, beaucoup de gens disaient on manque de leaders, on manque de vision. Je ne suis pas en train de vous dire que François Legault est la réponse à toutes ces questions. Ceux qui me lisent ont compris que je peux être assez critique à l'occasion de François Legault, entre autres. Cela dit, il veut développer une certaine vision d'un truc qui s'appellera le projet Saint-Laurent. Vous l'aurez compris, ça tourne essentiellement autour de notre artère vitale qui est le fleuve Saint-Laurent. Je vous le dis tout de suite, vous n'aimerez pas tout ce qu'il y a là-dedans, c'est très clair, parce qu'il y a certaines contradictions, en fait, ce qui, moi, peut me paraître un peu paradoxal, qui est à la fois la réappropriation du fleuve, la réappropriation du beau, mais aussi une ouverture, ma foi, assez grande et libérale à l'exploitation des ressources naturelles. Et là, vous comprenez qu'on est dans la vallée du Saint-Laurent, où il peut y avoir quelques petits problèmes. Mon micro, je ne peux pas être plus proche de mon micro. Plus proche, là, il va falloir que je me le mette dans la bouche. M'entendez-vous bien comme ça? Changez-vous l'autre, peut-être? Oui, c'est peut-être plus simple comme ça, en fait. Merci, Camille. C'est mieux comme ça? Bon, OK. Excusez-moi, vous auriez dû le dire. C'est juste que vous avez tout perdu ce que j'ai dit. Est-ce qu'il faut qu'il recommence? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on recommence? Un discours... Le discours rétroactif, c'est à la mode ces temps-ci. Non, dis pas ça. Donc, François Legault présentera d'abord cette fin de semaine à ses militants, puis éventuellement dans un livre l'automne prochain, de ce que je comprends, de ce qu'il me dit, un grand projet qui s'appelle le projet Saint-Laurent, qui essentiellement tourne autour d'un grand développement d'innovation, mais aussi industriel, et aussi une réappropriation du fleuve, essentiellement entre Québec et Montréal. Donc, c'est quelque chose dont vous entendrez parler. Souvenez-vous que c'est moi qui vous l'aurais dit le premier et que vous êtes prévenus. Parce que j'ai l'impression que c'est le genre de projet qui risque, de vous intéresser, mais aussi de faire du bruit, parce qu'il y a évidemment des partis pris dans les choix que la CAQ et que François Legault a fait là-dedans. Alors, c'était ma modeste contribution au débat sur le beau. J'ai-tu vraiment lié François Legault et beau, moi? Oui. C'est pas défendu. OK. Le troisième vecteur ou concept que j'ai identifié à la lecture transversale du bouquin, c'est le concept de viabilité sociale. Et c'est un concept que j'ai retrouvé aussi beaucoup dans vos documents antérieurs. Cette idée de créer des liens, de se développer avec les autres, d'être ensemble, d'avoir un leadership qui est unifiant, d'avoir une gouvernance, autrement dit, qui puisse, quelque part, représenter des intérêts qui peuvent être divergents, mais qui, mis ensemble, arrivent à configurer un autre monde, un monde peut-être inattendu, mais peut-être plus riche que celui qu'on aurait imaginé tout seul dans son coin. Un Québec de tolérance, un Québec solidaire. Alors, cette idée percole dans le bouquin un peu partout. Il y a beaucoup d'interviewés qui l'ont porté de différentes façons. Mais ça m'apparaît, moi, une idée fort intéressante. Mais en même temps, être ensemble, c'est beau, là, mais il faut faire connaissance. Il faut se fréquenter. Et il faut avoir une idée de l'histoire commune qui nous a portés, qui nous a façonnés. Et on a un problème avec ça au Québec, là. D'abord, sur l'enseignement de l'histoire. Deuxièmement, quand on parle d'enseignement de l'histoire, c'est de l'intérêt, mais il y a une chicane qui part tout de suite entre les nationalistes et les fédéralistes, puis ceux qui sont conquis, puis l'autre qui ont été les conquérants, puis toute l'affaire. C'est diablement compliqué. Mais je disais à Vincent, alors qu'on préparait, de fait, vous voyez la cartographie de concept, l'organisation de ma pensée, c'est assez divergent. Mais quand on préparait
quand on préparait cette conférence, je disais à Vincent, je me rappelle d'aucun moment d'écolier à l'école primaire et début du secondaire que j'ai fait à la TUC, là, où on m'a enseigné l'histoire de mon patelin, l'histoire de ma région, l'histoire de mes institutions que je fréquentais assidûment, quasiment quotidiennement, l'histoire de mon église, l'histoire du moulin à papier, l'histoire des premiers bûcherons. Mon grand-père était ferblantier, moi je l'ai découvert par hasard. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des chaudrons, puis il faisait des poêles pour les camps de bûcherons qui allaient s'installer dans le nord de la TUC. Cette histoire régionale, c'est une fenêtre qui s'ouvre immédiatement sur le reste de notre histoire. C'est une façon tellement naturelle d'y arriver, tellement extraordinaire d'y arriver, de prendre connaissance que là, oui, il y avait un moulin qui tournait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une rivière qui faisait tourner la roue, puis qui faisait... Bon, il y a des histoires fascinantes dans chacune de nos régions du Québec, et nos enfants, nos jeunes ne la connaissent pas. Ne la connaissent pas. Et moi, je pense qu'il y a un chantier dans la ruralité à développer là qui est absolument... qui représente un vecteur extraordinaire d'un début, comment je dirais, d'une assise, d'un ancrage pour notre viabilité sociale. D'une capacité de se rejoindre dans une histoire qu'on se raconte et qui part de différents horizons. Et bon, puis je vous dirais, là, je ne veux pas faire de politique, mais je me suis aperçu de certains changements. Non, mais j'en ai déjà fait. Ouais. J'ai démissionné à temps, sacrebleu. Projet de loi. Il n'y a pas de rétroactif, toujours. Juste avant que ton parti prenne le pouvoir. Mais timing. J'ai toujours été très bon dans le timing. Mais de quoi je parlais? Tu ne veux pas faire de politique. Non, je ne veux pas faire de politique. J'en ferai pas. Mais sauf qu'il existait avant au Québec, disons avant 2003, il existait au Québec un programme d'échange extrêmement intéressant des jeunes écoliers entre régions métropolitaines, notamment régions macro-urbaines et régions, etc., qui a été très, 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 très sous-alimenté, même fermé durant les dernières années. Et ça aussi, c'est une façon très porteuse de nous fabriquer des relations et des liens à partir non pas de discours, mais à partir de rencontres, à partir d'expériences, à partir de choses qui sont vécues et qui font partie de notre bagage de connaissances. Alors voilà, c'était mon petit laïus sur la viabilité sociale, mais il faut reconnaître que sous ce concept-là, il y a énormément à faire, y compris du côté de nos amis immigrants, qui ne trouvent pas de place, là. Très, très peu de place en dehors de Montréal et de la grande région métropolitaine. C'est pas à cause des efforts qu'on fait ou qu'on ne fait pas, j'ai comme l'impression. On a un puissant problème à résoudre là. Je connais, là, je pense que c'est Porte Ouverte. C'est ça, non? On laisse Saguenay-Lac-Saint-Jean? Hein? C'est Porte Ouverte sur le lac. J'avais rencontré les gens de cette organisation-là ou correspondu avec eux à l'époque. J'avais été très impressionné de ces efforts-là. Puis il y en a d'autres efforts qui sont faits en Témiscouata, un peu partout. Mais on a un puissant problème à résoudre de ce côté-là si on ne veut pas éventuellement qu'on ait une région multiethnique et exclusivement multiethnique sur Montréal, puis que tout le reste ressemble à d'autres choses. Là, puis, et à fréquenter les groupes d'immigrants à Montréal, on s'aperçoit ce qu'on manque quand on n'a pas ce contact-là aussi. Et je pense que ça fait partie, ça, de notre viabilité sociale. Oui, un mot là-dessus. On a l'impression que depuis, en tout cas, une trentaine d'années, il y a eu quelques tentatives de fait par les gouvernements successifs à Québec de disperser certains immigrants ou groupes d'immigrants ou communautés culturelles, appelez-les comme vous voudrez, vers des régions. Et on a l'impression à ce jour que c'est plutôt un échec. Et même les gouvernements ou les représentants des gouvernements à qui on parle de ça depuis quelques années ont un peu baissé les bras. Il y a eu l'exemple au début des années 80 des Boat People. C'est drôle parce que Camille en parlait tout à l'heure. Kim Thuy, d'ailleurs, est une enfant des Boat People. Et moi qui ai grandi à Granby, je l'ai dit tout à l'heure, c'est curieux parce que c'est à peu près les premiers immigrants qu'on a vus arriver. Pourtant, on est à quoi, 70, 75 km, 80 km de Montréal. On n'est pas, c'est pas la Côte-Nord, là. Granby, c'est pas si loin que ça. Et j'ai rien contre la Côte-Nord, au contraire. Et donc, à part les 2-3 familles d'Haïtiens qu'on avait déjà à Granby, sont arrivées quelques familles
de Boat People, en fait, de Vietnamiens, qui ont été des modèles d'intégration. Le mot ici n'est pas chargé politiquement, là, c'est à défaut de trouver un meilleur mot. Donc, ils se sont bien intégrés, ils ont bien fonctionné, ça s'est bien passé. Mais pour le reste, je me souviens notamment, j'étais encore à Ottawa à l'époque pour la presse, de l'arrivée de certaines familles kosovares, donc du Kosovo, début des années 90, après l'horrible extermination ethnique des Serbes contre les Kosovars. Quelques familles ont été dispersées, notamment Sherbrooke, si je ne m'abuse. Mais bon, outre ça, on n'a pas eu beaucoup d'autres images des immigrants que ces Mexicains, Nicaraguayens, Équatoriens, Guatémaltèques qu'on voit marcher le long des routes dans les productions maraîchères en été. Et je parlais de ça justement récemment avec Christian Vanas, qui est un zapartiste, comme vous savez peut-être, qui est aussi un élu municipal. Vous me pardonnerez, j'oublie le nom de son... Saint-Jude. Saint-Jude, très exact, dans la vallée du Richelieu. Non, c'est près de Saint-Hyacinthe, hein, c'est près. Il y avait Yamaska. Bon, je devrais savoir ça. Ça prendrait un cours de géographie. Oui, ça prendrait un cours de géographie. Oui, j'y reviens d'ailleurs parce que moi non plus, je ne connais pas le Québec et je vais boucler la boucle avec ce que Camille disait tout à l'heure. Mais bref, Christian Vanas me disait les curés sont contents de l'arrivée massive de Latinos dans nos régions, même s'ils ne restent pas toute l'année, ou de plus en plus. Oui, parce que ça remplit les églises tout d'un coup. Je trouvais l'anecdote, il n'y en a même pas une, ça devient presque un fait sociologique, je trouvais ça quand même intéressant, mais il faudrait que ce soit plus que ça. Donc, les politiques d'intégration à la longue, peut-être parce qu'on a peur de certains mots comme intégration. Moi-même, je le dis, puis ça me brûle un peu la langue, peut-être un peu trop politically correct, là, mais on a comme des problèmes à gérer ça. Ce qui fait qu'évidemment, il y a une concentration absolument démesurée d'immigration qui colle à Montréal et qui colle malheureusement de plus en plus dans des ghettos. Ça, c'est un tout autre sujet. Par ailleurs, je disais à ma courte honte que c'est vrai que je ne connais pas très, très bien le Québec. Pourtant, je l'ai sillonné dans tous les sens, mais généralement assis dans un autobus de campagne électorale, qui est probablement le pire endroit pour voir une province ou une ville ou un pays. Et puis, on n'a fait que passer, de toute façon, le plus souvent. Si tu étais avec du monde qui connaissait le Québec en plus dans l'autobus, ça t'aurait aidé, mais non. Deux petites choses là-dessus. Vous souvenez-vous de cette promesse de Bernard Landry, alors chef du Parti québécois et premier ministre sortant en 2003, qui avait offert un moment, non seulement la semaine de 4 jours, ce qui avait fait hurler pas mal de monde, mais qui avait offert aussi une forme de crédit d'impôt aux familles pour vacances au Québec. À l'époque, il s'était fait ridiculiser, Bernard Landry, ridiculiser. À commencer par Mario Dumont, qui est un gars de Rivière-du-Loup, je suis capable de comprendre, c'est un gars de région. Et on a complètement trucidé cette idée. Comme bolchevique, socialiste, complètement débile. Mario Dumont et son sens de la clip légendaire avait même dit, si ça continue, le Parti québécois va offrir des bons pour faire garder vos chiens pendant vos vacances. Et cette idée, qui avait peut-être des défauts, qui n'était probablement pas parfaite, n'a pas pris vie, est mortenée parce qu'on a décidé que c'était loufoque, futile, imbécile, stupide. Alors que je trouvais que, sur le fond, l'idée d'accentuer les échanges entre nous, entre Québécois, puis là, le mot « nous » est vraiment totalement exclusif, n'aurait pas été mauvais. Ça ne peut pas être mauvais en soi. Et peut-être que ça nous aiderait, c'est un des éléments qui nous aiderait peut-être un peu davantage au Québec, à être beaucoup plus fiers de nos origines, mais là, je parle même de nos origines régionales. Quand on rencontre un Français du Poitou, il dit qu'il vient du Poitou, puis il est content de le dire. Il le dit fort. Moi, mon père là, est né dans le nord de la France. C'est un ch'ti. Il dit, pas fort, là, mais... mais il dit, je viens de Tourcoing, près de Lille. Je suis un ch'ti du nord de la France. Bon, ma mère est parisienne, évidemment, elle s'en vante, là, ça va avec les Parisiens. Mais cela dit, sans idéaliser la France ou les Français, il y a un amour et une appartenance propre. Ici, moi, j'ai toujours l'impression, et je suis un gars de région d'abord, je suis un Montréalais d'adoption, puis j'ai essayé d'être québécois, mais ils n'ont jamais voulu. Fait que
je suis un gars d'abord de région, de cette région-ci, les cantons de l'Est. Et j'ai l'impression que quand on dit d'où on vient, on commence presque par s'excuser de ne pas être montréalais. Ouais, je ne suis pas de Montréal. Je suis d'Abitibi. Ouais, je suis pas de Montréal. Je suis du canton de l'Est, mais c'est proche de Montréal. J'ai l'impression qu'on n'a pas bien assimilé cette importance fondamentale que de savoir et d'aimer, de respecter d'où on vient. C'est un phénomène que je remarque souvent et que j'ai remarqué beaucoup, notamment à l'époque où j'étais aux études, où les jeunes qui rentrent à la presse, qui s'excusent pratiquement de ne pas être montréalais. Alors que, bon sang, c'est une richesse pour une entreprise comme la presse que d'avoir d'autres choses que des plateauistes. De ce temps-là, moi, j'entends plein de monde qui s'excuse d'être montréalais. En tout cas, c'est une autre histoire. Non, c'est on s'excuse de Montréal, pas d'être montréalais. Ça, je vous l'ai dit. Alors, le premier concept là, qui est porteur de la résistance, le brassage, le chaos. Le deuxième, l'estime de soi, la confiance en soi. Le troisième, la viabilité sociale. Et le dernier, je l'ai intitulé, ça a l'air pro-vie, mais c'est pas ça, le respect de la vie. Beaucoup d'intervenants nous ont dit dans ce bouquin, on a perdu la notion du temps qui s'écoule. On est dans l'instantané continuellement. On est dans le spontané. On est dans le rire cynique. On est loin de la réflexion. On ne se donne pas le temps de faire les choses. On ne donne pas le temps aux choses de se dérouler, de se déployer, d'expérimenter, d'évaluer correctement ce qu'on fait. On est toujours en train de courir après d'autres choses, notamment de courir après le dernier gadget aussi, parce qu'il y avait attaché à ça toute la question de la surconsommation, du surendettement. On doit 158 $ par ménage là, au Québec, là, sur 100 $ de disponibles après impôt, puis après avoir payé les impôts et les taxes, là, on en doit 158 en moyenne. Ça commence mal une conversation pour aider son voisin, ça, quand il te demande d'y passer un vin. L'altruisme, l'altérité, notre capacité d'aider les gens là, commence à être grignotée drôlement. Mais on surconsomme, on est très loin de la frugalité, très loin du contentement. Claude Villeneuve, qui est notre biologiste interviewé dans le bouquin, nous parle de cette faculté du contentement qu'on a dissipé, qu'on n'est plus capable de retrouver. Et de quoi le Québec a-t-il besoin? Le Québec a besoin de silence. On va arrêter là. D'accorder une valeur à la vie. C'est incroyable, hein? Il y a comme une espèce de trame là-dedans, spirituelle, une trame d'une connexion profonde avec ce qui est le plus précieux, dans le fond, ce qui nous anime. Et cette notion du temps. Moi, j'en viens pas. Là, je regarde le gouvernement actuel, le Parti québécois. Les gouvernements se précipitent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais durant les premières semaines, là, vite, il faut faire la démonstration qu'on est capable de faire des choses. Puis là, on fait des erreurs. Bien sûr qu'on fait des erreurs. On les a télescopées, ces affaires-là. Éventuellement, il va s'introduire là-dedans une marge d'erreur pas mal plus forte que si on y a pensé, planifié, même planifié la communication autour de ça, etc. On sait comment ça se passe. C'est évident, on est dans un monde où se précipitent les choses, où le temps nous bouscule continuellement. Et on le voit dans la vie des familles aussi très, très bien, ça, cette histoire-là. Alors, et quand je regardais, je ne suis pas certain, mais il me semble que la politique nationale de la ruralité, ça vient à tous les 5 ans, c'est ça? C'est à tous les 7 ans. C'est pas long, 5, 6 ans, 7 ans, me semble. C'est une complexité inouïe, cette affaire-là. D'abord, écrire la politique, en discuter, l'adopter, la traduire pour nos concitoyens, nos concitoyennes, les gens qui nous entourent, la vendre aussi, quelque part, s'y associer, y adhérer, la traduire dans des opérations, mettre les opérations en place. Écoute, non. On s'enfarge dans des mandats que l'on se donne à soi-même qui sont souvent surréalistes par rapport au temps qu'on se donne. Et moi, cette idée de respecter la vie, c'est-à-dire de respecter le déroulement du temps, je trouve que c'est central. C'est pas simplement central dans nos institutions, qu'on puisse recouvrer ça éventuellement, mais également dans nos communautés, dans nos vies de communauté. Il y aurait de beaux extraits à vous lire là-dessus, mais on a déjà été assez long, me semble-t-il. Mais ça, c'était le 4e vecteur
à mon avis, important à évoquer par rapport de quoi le Québec a-t-il besoin, mais il a besoin de respecter la vie. Oui, et on a besoin de respirer par le nez, je pense. Moi c'est l'aspect du livre que j'ai préféré. Je pense que c'est ce qui me rejoint le plus. D'autant, franchement, que je suis le contre-exemple de ça, avec des horaires complètement déments. Courir constamment, Québec, Ottawa, essayer de caser les enfants à travers ça. Je ne vous raconterai pas ma vie, c'est assez inintéressant. Puis, non, c'est intéressant. Puis vous vivez probablement la même que moi, ou vous l'avez vécu, ou vos enfants la vivront. Là. Mais bon, j'ai l'impression parfois qu'on est comme un chien qui court après sa queue. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus bête qu'un chien qui court après sa queue? C'est un chien qui finit par se la mordre. Puis, j'ai l'impression qu'on fait... Des fois, j'ai l'impression d'être un petit chien qui court après sa queue. Puis, on finit par me la mordre. C'est dangereux, tu commences à dire là. Non. Moi, je savais où je m'en allais, là. Moi, j'avais peur. Non, c'est bon. C'est bon, tu peux. Il me surveille, hein. Il me surveille. Ça a déjà dégénéré, mais je vous promets que ça arrivera pas. Puis encore, vous n'avez pas vu les bouts qui coupent chez Bazot. Je me souviens, parlant de ça, d'une entrevue chez Bazot, justement, de Louise Forestier. Bazot lui demandait justement de quoi le Québec a besoin, et puis Louise Forestier, qui commence à faire très théâtral, puis qui dit ben, on a besoin de temps. Elle dit maudit qu'on est pressé. On est tout le temps pressé. On est tellement pressé qu'il n'y a plus personne qui a le temps de tenir la porte dans un magasin ou en sortant du métro à la personne qui suit. On n'a plus le temps de faire ça. C'est quand même grave. Moi, je pense que c'est un phénomène que les anthropologues, là, dans 200 ans, étudieront, s'ils ne sont pas encore plus fous que nous, là, et ils diront que cette civilisation était nécessairement vouée à de grands malheurs. Parce que quand on n'a plus de temps, on dit toujours qu'il faut vivre selon ses moyens. Il faut vivre selon le temps aussi. Et encore là, je me sens tellement imposteur de vous raconter tout ça parce que je suis le contre-exemple. Mais c'est une thérapie. Je fais une thérapie devant vous, thérapie de groupe. Mon nom est Vincent Marissal. Alors, il ne faut pas seulement vivre selon ses moyens, il faut vivre selon le temps. Il y a juste 24 heures dans une journée. C'est malheureux. C'est pourquoi je vous dis ça. Parce que passer 10, 12, 15 heures dans son char par semaine pour gagner sa croûte, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens quand on y pense correctement. Ça n'a du sens que pour les stations de radio qui profitent des gens coincés dans leur char et pour les vendeurs de pubs aux stations de radio. Mais autrement, à bien y penser, perdre 15 heures par semaine, quand c'est pas 20 heures, généralement de mauvaise humeur, là, parce qu'il y a un connard en avant qui avance pas, ou l'autre en arrière qui avance trop vite, ou l'autre qui n'a pas mis son station clignotant, ou parce qu'il fait pas beau, ou parce que vous venez de prendre un nid de poule, surtout si vous rentrez à Montréal. Ou il a mis son clignotant à gauche puis il tourne à droite, comme à peu près tout le monde. Alors, ça n'a pas de sens que de se gaspiller l'existence à ce point. Et puis ça, je veux pas vous flatter dans le sens du poil, mais vous savez mieux de quoi je parle. Alors, je parle d'étalement urbain, notamment ici, où notre système, notre principe d'urbanisation et de développement urbanistique, si tant est que je peux dire qu'un développement urbanistique à Montréal, a été essentiellement détourné à des fins exclusivement d'étalement urbain. Et ça n'a pas de sens. Moi, ça fait des années que je vis à Montréal. Là. Maintenant, aller à Saint-Sauveur accompagner mes enfants au ski, là, c'est comme aller à Laval, c'est comme aller en banlieue. Il n'y a plus de ruralité, ce n'est que de la ville. Avant, aller à Saint-Sauveur, puis je ne suis pas si vieux que ça, là, rassurez-vous, aller à Saint-Sauveur, c'était quand même sortir de la ville, c'était aller en campagne. Il n'y en a plus de ville, il n'y en a plus de campagne autour de Montréal, ou pratiquement pas, et elle se rétrécit constamment comme peau de chagrin. Moi, ça me perturbe particulièrement parce que des gens qui passent 12-15 heures dans leur char pour gagner leur vie, pour payer les 158$ sur le 100$ qu'ils doivent, là, ça fait pas des citoyens complets. Ça fait des esclaves. Des esclaves du fric, des esclaves du travail qui n'ont pas le temps de lire. Hein? Je voulais dire que je prêche pour ma paroisse parce que moi je travaille dans l'écrit, là, mais qui n'ont pas le temps de lire, qui prennent des petits morceaux, là, bits and pieces d'informations généralement mal foutues là, à la radio très rapidement ou sur leur téléphone portable en espérant qu'il n'y a pas un flic qui t'arrête parce que tu n'as plus le droit de faire ça. Ça fait des citoyens mal informés
mal préparés à exercer leur exercice démocratique, notamment parce qu'ils sont décrochés. C'est ça que je dis depuis des années. On vit un décrochage scolaire grave au Québec, en particulièrement avec les enfants. Mais moi, je me préoccupe aussi, parce que c'est mon champ d'expertise, du décrochage démocratique de la population. Et il y a un grand pan de la population qui décroche parce qu'ils n'ont plus le temps. Savez-vous pourquoi on ne fait plus le grand bulletin de soirée là, à 10 h, qu'on l'a ramené à 9 h à la télévision, alors qu'avant, le grand rendez-vous, c'était 10 h, c'était quasiment la messe, ça, là. Puis il y a même dans certains coins, c'était 11 h. Ça descend tout le temps, parce que les gens sont couchés à 10 h. Les gens dorment à 10 h. Pourquoi est-ce que les morning shows commencent maintenant à quoi? À 4h30, 5 h? Ça n'a pas de sens, parce que les gens sont déjà dans leur char à 5 h si tu habites à 80 km de Montréal, tu ne peux pas partir à 8h moins quart. Tu ne seras pas à 8 h au bureau, ça c'est certain. Alors, c'est pour ça. Pourquoi est-ce que la saison, on le sait, nous on fait de la télé, de la radio, les saisons télé-radio commencent maintenant de plus en plus tôt. Paul Arcand, il rentre au bureau le 12 août maintenant. Le 12 août? C'est encore l'été, le 12 août? On ne peut pas dire qu'on a un été tellement long au Québec qu'on va le scraper en plus pour commencer 3 semaines plus tôt. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est des petits chiens qui se courront après la queue. Et moi, ça me préoccupe beaucoup. Et là aussi, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ça m'a sauté dans la face récemment que de voir qu'on court toujours après notre queue, qu'on court après notre temps, qu'on est toujours en train de courir après notre dernière minute, mais qu'on va aussi toujours de plus en plus loin pour s'approvisionner. Le principe de proximité, qui serait tellement plus simple et plus logique dans notre organisation urbaine, dans notre organisation sociale, c'est peut-être plus facile en milieu rural, mais ça aurait un sens aussi en milieu urbain. On l'a complètement évacué. Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle complètement débile récemment. Vous savez, si vous allez chez Ikea à l'occasion, vous pouvez acheter ce qu'on appelle pompeusement dans des boîtes de surgelés des boulettes suédoises. Je ne sais pas ce que c'est de suédois, là, à part le drapeau de la Suède dans le coin de la boîte, là. Donc, il y a des boulettes suédoises faites probablement en Chine ou en Inde, d'ailleurs, c'est très suédois, dans lesquelles on a retrouvé des résidus de vache chevaline. De viande. Je l'ai dit que je suis nul, que je suis complètement nul en affaires d'agriculture rurale, je vous l'ai dit, vous étiez prévenus. Alors, on prend notre char, on se tape des bouchons. J'espère que c'est enregistré, ça. Oui, il y a une caméra là. Très bien. Merci Camille, je te remercie. Merci de me faire sentir bien. On prend notre char, on se tape des bouchons pour aller acheter des meubles préfabriqués et accessoirement des boulettes suédoises fabriquées en Chine, dans lesquelles il y a des traces de viande chevaline, dont c'est où? Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre approvisionnement. Alors, voilà. Moi, je pense qu'on va arrêter là. Ouais, t'en as assez, hein? Non, mais c'est parce que là, quand on ne reconnaît plus je t'ai épuisé, la viande. Alors, voilà un petit tour d'horizon du sondage qu'on avait fait auprès d'une douzaine de personnes dans ce bouquin en 2011. On aimerait maintenant vous entendre. Oui, monsieur. Il y a un micro là-bas, je pense que ça vaudrait mieux. On allait faire voyager en plus. Ben voyons donc. Ben oui. On va prendre le temps de se rendre au bureau. Je pense que ça marche. Vous n'avez pas besoin, monsieur, je pense que c'est... C'est quelqu'un qui est allergique. Oui, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Vous avez une bonne voix. Ah, moi, de toute façon, j'ai un bon coffre. Je pense que ce qu'on manque, c'est... Ça a l'air qu'il fonctionne. C'est un émerveillement. Il y était un bout de temps que je faisais une conférence à Marcel, se rappelle de moi un peu, en agriculture. Et je suis assez jeune. En agriculture, et je disais, un peu comme M. Marissal vient de dire, sur le 4e volet, je trouvais les gens de la ville tellement cons, parce qu'il y avait la morosité en agriculture, je leur disais, hey, moi, quand je branche ma trailleuse à 6h moins quart le matin, là, il y a des caves qui ont été se bloquer sur la 13 à Laval. Il y a des caves qui ont été se bloquer sur la 15 à Blainville. Moi, je suis efficace. Après ça, je m'en vais voir mes enfants. Je déjeune avec eux autres. Je déjeune avec eux autres le midi. Je rentre à la maison. Puis j'ai pas le stress d'eux autres. Je suis heureux.
Je pense que ce qui nous manque, c'est la satisfaction, l'émerveillement. Le degré de satisfaction, les gens n'ont plus le degré de satisfaction. Ça va mal au Québec. Matin, sortez. Moi, j'ai le jeune chez nous, il a 23 ans. Hey, les politiciens, c'est tous des... Je suis maire en passant. Les politiciens, c'est tous des... On sait quoi? C'est tous des voleurs, des bandits, tout le monde. L'assurance chômage, il n'y a rien qui marche. C'est vrai que ça ne marche pas tout le temps. Mais en tout cas, pourquoi? J'ai dit, va travailler en Espagne, va travailler actuellement au Portugal, va essayer de trouver un job en Grèce pour voir, ou va en Afrique, puis tu reviendras après, tu m'en parleras. Tu travailles rien qu'à 14$ de l'heure. Hey, il a fallu que je te pousse jusqu'à 20 ans pour faire ton cours, tu n'as même pas voulu aller le faire. Les gens manquent d'estime de soi. Je pense que c'est ça qui manque, et de satisfaction. Ça, c'est mon opinion. L'émerveillement et la satisfaction. Ce que je trouvais le plus beau dans mon métier d'agriculteur, c'est quand je voyais une belle coupe de luzerne que j'étais en train de faucher, je disais, hey, ça, c'est le résultat de notre savoir-faire. Quand je voyais un petit veau qui venait au monde, hey, j'étais un procréateur. Ça, j'étais capable d'apprécier ça. Les gens ne sont plus capables d'avoir cette satisfaction-là. C'est ce que nous disait Claude Villeneuve quand il nous parlait de notre incapacité à se brancher sur du contentement, une satisfaction. Et Denis Laferrière disait, ce dont le Québec a plus besoin, c'est d'aller voir ailleurs. Sors-lui. Oui, bonjour. Alors, très intéressant de vous entendre. Marcel Groslot, je suis le président de l'Union des producteurs agricoles. Puis il y a beaucoup de choses que vous avez dites, l'achat de proximité, le fait qu'on vit, on a une vie effrénée, qu'on ne prend pas le temps de réfléchir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis, ce que ça m'a fait réaliser, quand je compare mon enfance à ce que la société est devenue, j'ai l'impression que la société était davantage au service de l'individu avant et qu'aujourd'hui, l'individu est au service de la société. Et la société est un peu au service de l'économie, de cette roue-là qu'on doit tous pousser ensemble pour maintenir les services, pour maintenir le développement, pour maintenir l'enrichissement. Il y a comme je pense qu'il y a eu un glissement et que si l'individu est devenu cynique, c'est que par rapport à ça, il est un peu... il n'y a pas d'ancrage, là. Moi, quand j'étais jeune, bon, une famille de 10 enfants, milieu rural, on était proches, nos parents, on n'avait rien. Moi, j'ai eu mon premier vélo, j'avais, je pense, 12-13 ans, on n'avait pas d'argent. Mais on ne sentait pas ça. Ça, on n'avait pas cette impression-là. Aujourd'hui, nos sentiments, nos impressions proviennent de ces comparaisons-là qu'on a par rapport aux autres. Donc, je trouve qu'on est dans une société où l'individu a de moins en moins de place et où l'individu est au service de la société. Et c'est peut-être là, si le Québec a besoin de peut-être prendre un recul par rapport à ça. C'est quoi la place de l'individu dans la société québécoise, de l'humain dans la société? Vous connaissez les établissements verts Brundtland? Oui, on travaille avec eux. Très vite, là, je vais brosser un tableau qui va durer 20 secondes. C'est à peu près 1000 quelques écoles au Québec qui font partie d'un réseau soutenu jadis par le Québec et par, plus maintenant, mais par la CSQ maintenant. On a un programme avec eux, Je cultive ma citoyenneté. C'est ça, Je cultive ma citoyenneté. Il y a plusieurs programmes dans ces écoles-là. Et moi, je pense que la réponse à cette inquiétude, à cette préoccupation que vous manifestez, c'est en éducation. Mais c'est de remettre de façon très explicite un certain nombre de valeurs à l'agenda de l'éducation de nos enfants, à l'école aussi. Et c'est de se remettre en conversation des familles avec l'école. Moi, je ne suis pas très nostalgique, là, franchement, des valeurs que... Non, mais des valeurs qui m'étaient enseignées dans les années 60, d'hygiène, de bienséance, correct, là, je le fais encore. Mais l'obéissance et la pureté, j'ai de la misère avec ça. Mais je suis cependant très nostalgique de l'explicitation de ces valeurs-là, c'est-à-dire de la capacité de les identifier comme s'il y avait des néons dans la vitrine, là,
Et que, bon, c'est ça qu'on apprend, c'est ce genre de citoyen-là qui essaye de façonner. Tu sais, il essaye de faire ça avec moi, là, je peux résister, mais... Et il y avait, dans ces années-là, une espèce de connivence et de complicité entre les familles et l'école là-dessus. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas interrogé sur... Mais quelles sont les valeurs qu'on introduit dans le système scolaire et donc éducatif et auxquelles on adhère? Et quand il y a... de fait, on a relativisé toutes les valeurs, elles sont toutes à peu près sur le même niveau, donc on ne les nomme plus. Mais quand on ne nomme plus les valeurs, il y en a de très, 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 très solides qui sont implicites, mais qui sont diablement bien organisées de par la structure économique dont vous parliez tout à l'heure, et qui percolent partout. Et donc, on s'est mal défendu contre ça. Mieux que beaucoup d'autres sociétés occidentales, mais on s'est mal défendu contre la surconsommation, contre l'instantanéité, contre l'idée qu'on peut fabriquer par soi-même. On n'a plus cette idée-là, on n'a plus cette valeur-là d'autonomie. C'est pas une valeur d'individualisme, mais la valeur d'autonomie, c'est-à-dire être capable de produire, de créer, d'être dans la fabrication, d'être dans la chose, mais la responsabilité envers les autres aussi. Une autonomie responsable, une capacité de voir les besoins de ceux et de celles qui nous entourent. Il n'y a rien d'explicite. Il n'y a rien d'explicite dans notre système d'éducation. Et je pense qu'on a un effort national à faire là-dessus extrêmement important. Oui. Juste 2 minutes, si vous permettez. Je reviendrai là-dessus aussi parce que je trouve ça important ce que vous avez dit. Je le répète, je ne suis pas si vieux que ça, mais il me semble un peu comme vous, si j'ai bien compris ce que vous disiez, que il me semble que quand on était petit, mais peut-être que j'idéalise, peut-être que j'idéalise. C'est souvent mieux dans nos souvenirs, mais bon, bref. Mais j'ai l'impression qu'on prenait plus soin les uns des autres. J'ai l'impression qu'on prenait plus soin de nous, de notre monde, de notre... Moi, j'ai vécu dans une petite ville là, avec 5 frères et sœurs, plein d'amis. Il me semble que je regarde mes enfants aujourd'hui, peut-être parce qu'on est dans un autre milieu complètement, c'est pas la même vie. Et là, essayez de me suivre, je vais essayer de faire un lien entre les œufs et l'honnêteté. Les œufs? Les œufs. C'est dur avec les vaches tantôt, fais attention. Ouais. Je me relance, je me réessaie. Quand j'étais petit à Granby, il y avait un monsieur qu'on appelait le bonhomme œuf. Le bonhomme œuf. Qui était juste à la sortie de la ville, qui avait donc des poules, il y avait des œufs. Et qui livrait les œufs de rue en rue. Avec sa vieille Subaru, je me souviens, puis nous, on trouvait ça bien drôle, on l'appelait bonhomme œuf, puis on rêvait qu'il fasse un accident pour faire la plus grosse omelette de l'histoire. On se racontait toutes sortes d'histoires un peu stupides par rapport au bonhomme œuf. Ça a totalement disparu, ce genre de choses, aujourd'hui. On était, même si c'était déjà une ville en développement, nous étions néanmoins soudés dans une communauté ou une forme de communauté. Aujourd'hui, moi, mes œufs, là, je les achète chez Provigo à côté de chez nous. Puis, s'ils sont pas bons ou s'ils sont plus bons, je vais les reporter à une caissière qui s'en contrefiche, qui sait pas d'où elle vient, d'où ils viennent les œufs, de toute façon. Puis, de la poule, oui, bien sûr, qui me rembourse. Et on a comme coupé le lien essentiel d'alimentation et d'approvisionnement. Parce que le bonhomme œuf, là, s'il nous livrait des œufs pourris, là, 3 jours après, quand il revenait, il se le faisait dire, puis il n'avait pas intérêt à faire ça. Il y avait une forme de responsabilisation là-dedans. C'est pourquoi je parle d'honnêteté, c'est que moi, je pense, et de plus en plus, et plus j'écoute la commission Charbonneau, après m'être tapé la commission Gomery, j'ai l'impression que l'individualisme à tout craint, dans lequel on vit, qui est devenu presque une forme de vie en société, c'est en grande partie responsable de la corruption puis de la détérioration des mœurs en politique. Parce qu'il n'y a personne qui est responsable de rien, puis l'intérêt là-dedans, c'est de s'en mettre plein les poches le plus vite possible, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Et c'est ça qu'on voit en ce moment à la commission Charbonneau. Des gens qui s'en contrefichaient de la communauté et qui pensaient n'avoir jamais de compte à rendre. Je ne dis pas que ça n'existait pas avant, la corruption, là, comprenez-moi bien, là, j'ai assez lu sur l'époque du Plessis, pas assez naïf pour penser que ça n'existait pas. Mais quand on voit des gens se graisser la patte, comme on le voit en ce moment, et s'inventer toutes sortes de justifications morales pour le faire, il y a un sacré problème. Et ça aussi, ça participe à terme du décrochage démocratique, parce que les gens, comme votre fils, monsieur, disent, sont tous pourris. Puis moi qui couvre la politique depuis 20 ans, là, on l'a toujours entendu, les politiciens sont pourris, mais maintenant, c'est généralisé. Ça devient difficile d'avoir une conversation, même avec des gens intelligents, puis parler de politique, parce qu'il y en a toujours un ou deux, ou même l'ensemble de la table qui va dire
Ils sont tous pourris, de toute façon, c'est tout du pareil au même. Ma propre mère se prend la tête à deux mains en me disant « Mais mon pauvre garçon, pourquoi tu couvres ça? T'as pas trouvé autre chose de plus intéressant? » Non. Puis franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus important que ça non plus. On est parti du bonhomme F. C'est bon. Rendu. Messieurs, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Je vais vous amener sur un terrain un peu différent. Ce que vous avez dit m'a beaucoup chatouillé parce que j'avais souvent l'impression que c'était une approche urbano-centrée de la vision du Québec. Ici, vous avez des gens qui représentent le milieu rural. Et le milieu rural, c'est l'essentiel du territoire du Québec. C'est une bonne partie de ses richesses. C'est 20 % de sa population. Et il s'y passe des choses fort intéressantes. Et si on se centre uniquement sur Montréal et ses problèmes, on va oublier que les 1000 quelques municipalités rurales sont des milieux dynamiques. Et ce que vous avez soulevé comme, je dirais, principe d'organisation, on retrouve ça en milieu rural. Ça fait une dizaine d'années que vous avez soulevé la politique de la ruralité. Ça fait une dizaine d'années que les milieux avec des petits moyens ont commencé à se re-questionner sur ce qu'ils étaient eux-mêmes et ce qu'ils pouvaient faire pour eux-mêmes. Et pour moi, c'est la base du développement du Québec. C'est comme faire un jardin, c'est on commence par la base. On commence village par village, on commence quartier par quartier. Vouloir développer Montréal pour en faire un centre international, ça va aider Montréal, essentiellement. Mais je pense que pour aider le Québec, il faut penser à son territoire. Et ce qu'on a constaté après une dizaine d'années de travail, c'est que les milieux qui sont les plus dynamiques, les plus en progrès, c'est ceux qui ont su développer le sentiment d'appartenance. On peut parler d'histoire, on peut parler de ce qui se passait dans ces milieux-là, mais c'est là-dessus que les gens ont travaillé. Si je vous disais qu'en 10 ans, on a 12 000 initiatives en milieu rural, 12 000. Sur le pacte, avec les pactes ruraux, on a, vous avez parlé dans le domaine de l'immigration du projet au lac Saint-Jean, qu'on a soutenu par la politique, on a des choses exceptionnelles qui sont faites en milieu rural. Et j'ai l'impression, moi, que le milieu rural devrait être peut-être l'exemple du milieu urbain maintenant. C'est pas fini, on n'a pas tout changé, mais il y a des choses exceptionnelles qui se sont faites. Et dans votre prochain livre, il faut peut-être sortir du spécialiste et aller voir le praticien, celui qui est sur le terrain, celui qui a créé un emploi, celui qui a créé une organisation, celui qui a mobilisé 5 personnes dans son milieu. C'est comme ça qu'on va changer le Québec. Je vous parle de 12 000 projets, mais je ne vous parle pas des dizaines de milliers de personnes qui se sont déplacées, invitées pour discuter de leur propre développement. Ça se fait à tous les jours, à toutes les semaines en milieu rural. Puis on a encore beaucoup de choses à faire. On est parti de loin parce le milieu rural s'est délité tranquillement pendant des dizaines d'années. On essaie de remonter ça, mais c'est les milieux qui essaient. Je parle comme j'étais responsable de ça, je suis responsable de rien. Je constate des choses. Et pour moi, ça c'est important et une dimension que vous devriez avoir dans vos prochains livres, notamment sur l'occupation du territoire, c'est de parler à ceux qui l'habitent, ceux qui l'aiment. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution que ça. Une société, ça se bâtit comme une pyramide. Ça prend une bonne base. Si on essaie d'inverser la pyramide, et malheureusement, j'aimerais embarquer dans beaucoup d'autres domaines, d'autres sujets, mais moi, j'ai l'impression que on décide tout au niveau de l'État, c'est large comme ça, puis quand ça arrive au niveau du territoire, il ne reste plus rien. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Et c'est modestement ce que les milieux ruraux essaient de faire. Merci. C'est à cela que je faisais allusion quand j'ai dit que la meilleure façon de contrôler le changement, c'est de le produire soi-même. C'est à ce type d'expérience-là que je pensais. Deuxième élément de réflexion, très vite, là. Depuis un certain nombre d'années, on a malheureusement contré ce modèle-là dans des décisions gouvernementales importantes. Décisions par lesquelles la société civile s'est vue évincée. Très souvent des tables de discussion et des tables de décision au niveau régional. Moi, j'ai assisté à la transformation de l'architecture qu'on avait réussi à bâtir au Québec autour des CRD, autour des gens qui participaient de leur talent puis de leur bénévolat, très souvent, et de leurs compétences.
mais à partir de leur position civique et non pas à partir de leur position d'élu. Et j'ai vu la transformation vers les CRE. Je n'irai pas plus loin, mais vous voyez très bien ce que j'en pense. Ouais. Juste un mot, j'ai beaucoup apprécié votre intervention. J'avais l'impression, et puis prenez-le pas personnel, je n'ai pas pris personnel, que vous nous accusiez un peu d'être Montréalais, coupable votre honneur. D'ailleurs, j'ai dit d'entrée de jeu que je suis Montréalais profondément urbain, mais j'ai aussi dit, puis là peut-être qu'on va se rejoindre, qu'on a besoin de se parler davantage. Ça a l'air d'un cliché, d'un vœu pieux, j'ai l'air de sonner comme un politicien, là. Parce qu'il se fait beaucoup de politique sur le dos des régions. Là. À chaque campagne électorale, moi, j'entends les mêmes affaires depuis 20 ans, les mêmes promesses. Tous les partis sont champions des régions. Puis finalement, bien, quand on les arrive au pouvoir, ça paraît pas tant que ça, me semble-t-il. On parle souvent des deux solitudes au Canada, le Québec et le Rock. Il me semble qu'il y a deux solitudes au Québec aussi. Et bon, moi, j'en prends une part de blâme, certainement, comme urbain, parce que c'est vrai qu'on se connaît pas puis qu'on se parle pas. Et entre les deux, franchement, d'un côté comme de l'autre, il y a quelques clichés aussi assez profonds, des ruraux contre les urbains et des urbains contre les ruraux aussi. Et ça, comment on règle ça, je ne sais pas. Probablement en se parlant, mais vos 10 000 ou 12 000 initiatives dont vous parlez, moi, franchement, je lis beaucoup, je suis supposé être quelqu'un d'informé. J'en connais assez peu à ma courte honte sur ce dont vous parlez. Dernière observation, sentiment d'appartenance. Le grand défi, notamment pour les régions urbaines au Québec, c'est de recréer ça. Moi, j'ai enseigné durant de très nombreuses années la psychologie communautaire, et c'est un concept clé en psychologie communautaire, le sentiment d'appartenance. Et c'est très difficile à reconstruire dans le milieu urbain tel qu'on le connaît maintenant. Et s'il y a des emprunts au milieu rural qu'on peut faire vis-à-vis cette question-là, c'est sûr que ça alimenterait de façon extraordinaire votre discours autour de la complémentarité rurale-urbaine. Quant au livre, juste pour finir là-dessus, parce que vous en avez parlé, vous avez raison. C'est un reproche qu'on nous a fait, je crois, avec raison, dans le deuxième livre sur l'éducation, qu'on avait beaucoup d'experts, de logs et peut-être pas assez de praticiens. On s'améliore ou on essaie de s'améliorer à chaque fois. J'ai pas vu la liste définitive des invités, mais je crois bien que pour ce qui est de l'occupation du territoire, on sort des grandes tours de Montréal et de Québec. On ira certainement sur le terrain, parler à des gens qui le vivent et qui le connaissent. Oui, je crois que oui. Non, parce que l'occupation du territoire, j'ai fait une entrevue auprès d'une autochtone là-dessus. Elle dit, on va en parler de l'occupation du territoire. Pardon, je vais prendre une petite seconde. On va prendre les 4 dernières personnes, ce que je propose, parce que on allonge un peu le temps. On va prendre les 4 personnes en ligne. Peut-être que nos invités pourront réagir à la toute fin en conclusion. Partez pas tout de suite, parce que j'ai un petit message d'intérêt public là, pour demain. Donc, on va prendre les 4 interventions. Les agents de développement rural sont dans la salle. Je pense que vous aurez un comité national qui débute dans quelques minutes. Donc, voilà. Sinon, essayez de réduire idéalement vos interventions de façon concise. Mais comme on a deux femmes dans la ligne, il n'y a pas eu d'intervention de femmes, on va les demander. Voilà. Merci. Alors, rapidement, Yves Généreux, maire de Nouminac, dans les Laurentides. Ça, c'est un petit peu au nord du syndrome là, de Saint-Adèle, développement urbain dans les Laurentides. On fait attention à notre paysage, à nos gens dans ce milieu. Je suis touché par ce que vous avez dit à propos des éléments de base de notre société en ce qui concerne nos valeurs, notre patrimoine, aller dans l'histoire. On peut se fier à ces bases-là, à nos valeurs certainement, pour se dire ensemble où on s'en va. Vous êtes deux communicateurs, vous écrivez, et dans le monde réel politique, je suis moi maire de Nouminac, donc je dois avoir un côté administration dans la municipalité pour faire bouger les choses et un côté politique, et je vis avec les deux éléments. Les circonstances font que on est comme tout le monde dans toutes les municipalités du Québec, donc on vit avec le phénomène de transmettre ces valeurs-là
de former les bases. Puis avec la ruralité, j'entends depuis un an à peu près avec Mme Bolduc, en fait, qu'on est là en train d'établir les bases pour maintenir nos colonnes du temple. Là. Parce que présentement, on a un petit peu d'ébranlement ici, là, dans le sens, on n'irait pas dans le tsunami de M. Legault, là, mais sur le bord du fleuve, là, mais on est en région avec des éléments qui nous disent, à un moment donné, on peut-tu s'entendre sur la façon qu'on se voit, nous, culturellement, au Québec. Okay? Qui on est, vous le dites dans votre livre, là. Moi, dans ma municipalité, on est en train de développer une politique culturelle comme on le fait ailleurs. Ça va être un bout de papier. Il y a des citoyens qui sont interpellés, d'autres qui le sont moins. En même temps, est-ce que dans notre vie d'ensemble du Québec, vous traitez du national, est-ce qu'on n'aurait pas besoin, à un moment donné, d'une politique culturelle québécoise? Quelque chose qui est dans notre culture à nous. La développer dans le sens de comment vous pouvez aborder le sujet, de se retrouver dans la petite fenêtre du paysage culturel de notre société. Ça, c'est à la base, comme Mme Bolduc nous l'a dit à quelques occasions. Elle nous l'a dit, ça, que c'est là qu'on est. Donc, on doit nécessairement porter ce message-là, mais nous, les élus aussi, là, on s'en vient bientôt pour y voir aussi dans le sens de comment on veut agir. Donc, il y aurait une réunion des esprits. Merci. Merci. Bonsoir, je suis Céline Duvert, présidente provinciale de la FEAS. 10 000 membres, dont peut-être 200 dans les grandes villes. Tous nos membres sont tous de la ruralité, ce qui fait pour mon intérêt d'être ici. Et lors de notre dernier congrès d'orientation, on a décidé que notre cheval de bataille serait l'égalité entre les hommes et les femmes au Québec, mais une égalité en concertation, les hommes et les femmes, de différents milieux. Je vous annonce qu'on commence une grande tournée du Québec. On visitera 75 localités dans lesquelles on va demander aux gens de se réunir, des hommes, des femmes, jeunes, vieux, de tous les milieux, pour jaser ensemble. On va poser 3 questions. Pour vous, ici, à cet endroit, là on est à Bromont, c'est quoi pour vous l'égalité entre les hommes et les femmes? Qui bénéficie de l'égalité entre les hommes et les femmes chez vous et au Québec? Puis comment le faire concrètement dans votre milieu? Le gouvernement a des politiques d'égalité, mais une politique, c'est un beau livre sur une tablette. Pour le mettre en action, il faut agir. Vous avez dit tout à l'heure qu'il manquait d'action, il manquait de dynamisme. Les gens manquent de temps pour avoir une action démocratique globale. Alors, c'est un temps qu'on va offrir aux gens. 75 localités sont déjà ciblées, mais ça ne ferait pas tard d'en avoir plus si ça vous tente. Vous irez sur le site de la FEAS trouver ces renseignements. Je vous invite. Bonjour. Je m'appelle Marie-Christine, je suis de Saint-Boniface, en Mauricie. Puis je fais une maîtrise sur les migrations ville-campagne. Puis en fait, je voulais juste faire surfer un peu sur M. Marcel qui parlait de la fierté d'où on vient, que vous aviez eu conscience que dans certains milieux à Montréal, des fois les gens avaient peut-être honte de dire qu'ils venaient de régions ou d'un monde rural, tout ça. Mais en tant que néo-rural et en tant que personne qui a habité dans plusieurs municipalités rurales, l'inverse est aussi vrai en fait. Souvent quand tu viens de Montréal, tu ne vas pas être crié sur les toits. Et le nombre de fois que je me suis fait dire « Ah, tu viens de Montréal, ça paraît pas! » Mais donc, en fait, c'était juste en fait pour souligner le fait qu'effectivement, je pense qu'il y a un dialogue aussi à établir. Je pense qu'il y a de la méconnaissance de part et d'autre. Et que de part et d'autre, les gens sont presque surpris de se rendre compte qu'ils peuvent dialoguer. Et donc voilà, qu'il y aurait un dialogue finalement à avoir entre ces deux réalités-là. Donc voilà, puis là, c'est pas ça le pire. En plus, j'ai grandi en banlieue. Puis en plus, je suis née à Ottawa. Fait que je choisis toujours mon origine selon à qui je parle. Ça paraît pas. 450, ex-montréalaise, qui est née à Ottawa. Votre cas s'aggrave. Ça participe de ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a 2 solitudes, mais vous le dites aussi, vous-même qu'il y a 2 caricatures aussi. Oui. Moi, j'ai essayé de m'adapter et de m'intégrer à Québec pendant 4 ans, ça n'a jamais marché. Parce que, apparemment, c'était écrit Montréal ici dans mon front, moi qui n'ai même pas vraiment un gars de Montréal, et il y avait des préjugés absolument épouvantables sur Montréal, et je vous confirme que les Montréalais ont beaucoup de préjugés sur Québec aussi. C'est une rue à 2 sens, ça.
Yvon Pesant, moi je suis maire de Saint-Marcel-de-Richelieu, une petite municipalité rurale très agricole. Quand on parlait de quoi le Québec a-t-il besoin, moi je m'étais pris des notes d'entrée de jeu en disant on a besoin d'intégrité puis de cohérence. Ça a été abordé d'une manière, mais moi je ne voulais pas l'aborder dans le sens se connaître et se reconnaître. Et c'est là que ça passe, la notion d'intégrité, de dire si on est, et à mon sens on l'est, différent, qu'on s'accepte comme tel, le Québec est riche de ses gens, est riche de ses ressources. Et puis, moi, ça m'amène beaucoup à dire, quand vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui pouvait se passer au niveau de Montréal, des gens qui fourrent le système à tour de bras, puis de trucs comme ça, quand on parle de ça avec du monde, les gens disent « oui, mais ça a toujours été comme ça ». Puis moi, la question que je pose tout le temps, alors vous voulez que ça continue comme ça? Tout le monde dit non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça, à ce moment-là, assumons-nous et faisons les choses différemment. Et tant vaut le village, tant vaut le pays, moi je dirais, le Québec, à mon sens, est un État et qui est différent du reste. Ça ne veut pas dire qu'on est contre, ça veut dire qu'on peut s'associer en affaires avec le reste du monde. Puis quand on regarde 8 millions de personnes avec les ressources naturelles, puis avec l'esprit créatif qu'on a, je pense qu'on est capable de relever des sacrés beaux défis comme nation, puis comme État indépendant. À mon sens, le Québec a besoin d'indépendance quand on voit ce qui se passe au fédéral. Ça, c'est mon opinion. Merci. C'est là, plus tard dans les maritimes, est-ce que c'est comme d'accord avec aux îles de la Madeleine, on les fait plus tard qu'au continent. Je vais me permettre une intervention pour vous suggérer un titre. Je ne suis pas montréalais. Et j'ai jamais eu honte de présenter comme venant des îles de la Madeleine. Je connais peu de Malinois qui camouflent leur identité. Premièrement, ils ont de la difficulté à camoufler leur accent. Mais moi, j'ai réussi. C'est drôle. Vous avez parlé du territoire du Québec. Moi, je vous suggérerais de parler des territoires du Québec. Parce qu'il y a une des notions là, de pluralité des territoires et des communautés, et des identités et des cultures. Et à partir du moment où on commence à regarder le Québec des régions sous cet angle-là, il y en a plusieurs qui ont évoqué la richesse des territoires du Québec. C'est fort important. Je pense qu'à partir du moment où on commence à regarder le Québec de cette façon-là, on commence à passer par-dessus les préjugés qui peuvent nous laisser à penser qu'il y a deux solitudes, parce qu'il y a beaucoup plus de solitude que ça en fait. Il y a beaucoup plus de diversité. Et ça, c'est peut-être une porte que je vous suggère vers la découverte du Québec des régions, des communautés et de la pluralité. Intéressant. Oui. Sur ces sages paroles, je n'ajouterai rien, sinon que ça fait partie de nos délibérations en comité éditorial du livre. Bon, à un moment donné, il faut faire un titre, là, puis il faut essayer de faire simple pour que ça soit vendeur aussi, ou en tout cas que ça n'a pas l'air de s'éparpiller trop. Mais effectivement, une des premières observations qui était venue dans une des premières réunions de travail, c'était « ouais, mais c'est quoi le territoire du Québec? » Et il y a des territoires du Québec. Alors, mais c'est noté. Merci. Et merci de nous avoir invités. Bonne fin de congrès. Profitez de la région. Elle est magnifique. Merci beaucoup. À bientôt. Ah oui, excuse-moi. Faites-vous un dernier mot? Non, oui. Merci. Merci. Madame Lafayette, tout à l'heure, il y a quelques années, Michel Courchaine, qui était ministre de la Condition féminine à l'époque, a voulu créer, non pas un conseil du statut de la femme, un conseil de l'égalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai comme l'impression que vous êtes dans cette mouvance où, quand vous dites en concertation entre les hommes et les femmes, il faudrait arriver à ce concept d'égalité-là. Moi, je trouve ça à l'époque extrêmement intéressant, mais je n'avais pas le droit de le dire. Alors, ça, c'est bien. Je pense qu'on peut remercier chaleureusement les deux conférenciers. Vous me connaissez, pas parler, c'est difficile. Et je vais faire une
synthèse de ce qui s'est dit en 3 mots. Pour ne pas perdre nos bonnes habitudes. Et ce que j'ai entendu de ce que nous ont livré M. Marissal et M. Bouchard et des échanges qu'ils ont eus avec les citoyens que vous êtes, 3 mots. Le premier de ces mots-là, c'est richesse. Richesse, pas en termes de redevance minière ou de nationalisation de nos gaz naturels ou de notre pétrole. Richesse humaine partagée. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez dit, ça revient à, et vous l'avez dit d'entrée de jeu, M. Marissal, solidarité, coopération, collaboration. Le Québec a besoin de richesse humaine partagée. C'est ce qu'on s'est dit, c'est le premier mot. Puis, répétons-le. Le deuxième mot, dialogue. Dialogue entre les ruraux et les urbains, mais en commençant par chacun de nous avec les gens qui nous entourent. Dialogue. Rappelez-vous, dans la tournée, vous nous avez dit qu'il faut réinstaurer le parvis de l'Église. Ça nous prend les parvis de l'Église. Bien, le dialogue, c'est ça. Parler aux gens qui sont nos voisins, parler aux gens qui sont nos vis-à-vis, parler aux gens avec qui on n'est pas en accord, réinstaurer le dialogue, puis voir quels sont les points de convergence, plutôt que toujours s'enfarger dans nos points de divergence. Mais le dernier mot, celui qui est sous-jacent, que personne ne dit, mais dont tout le monde a parlé, c'est le mot courage. C'est de ça dont on a besoin maintenant au Québec. Le courage de changer les choses. On est installé dans une espèce de confort morbide. Ça fait pas si mal que ça. Oui, ça dérange, mais bon, on peut faire avec. Il faut en changer. Et pour ça, ça prend du courage. Il faut sacrifier le petit atout maintenant parce qu'on est en train de perdre l'essentiel pour demain. De quoi le Québec a-t-il besoin? De richesse humaine partagée, de dialogue et de courage. Après vont venir facilement la vision, les projets et l'envie de vivre en société. Merci beaucoup de ce que vous nous avez livré. Merci à vous tous pour avoir un petit cadeau du terroir, bien sûr. Et les ruraux vous remercient beaucoup de votre participation, mes chers Montréalais. Merci.